là, tu commences, on va commencer. Ouais, dépend de chez vous. Là. Attention. Ça va, Isa? Super, super, merci beaucoup, Isa. Très bien, merci, super. Oui. Ouais, je sais. Mais appelle déjà la dame en question. Oui, donc sinon tu lui envoies un mail en disant que tu veux prendre contact et tu envoies ses coordonnées. Hein. Ah ouais. Ouais, allez. Allez, je vais commencer par l'appel des présents. Madame Joëlle Mizrahi qui a donné procuration à Monsieur Patrick Sabatier. Monsieur Patrick Sabatier. Présent. Madame Marie-Christine Cianarella. Monsieur Frédéric Plat Gavaudan qui a donné procuration à Isabelle Lévy-Fanucci. Madame Isabelle Lévy-Fanucci. Monsieur Patrick Minéo. Madame André Collin. Monsieur Jean Tomaselli. Madame Martine Chex, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et à qui nous souhaitons un très joyeux anniversaire. Monsieur Serge Bénica. Monsieur Christian Lartaud. Madame Marie-France Rosti. Monsieur Henri Carvin. Monsieur Lionel de Cubert qui est souffrant et qui a donné procuration à Monsieur Laurent Castillo. Madame Jacqueline Fabre. Monsieur Bernard Croze. Madame Marie-Claude Allary. Monsieur Maurice Attias qui est en déplacement professionnel et qui a donné procuration à Madame Martine Chex. Monsieur Christophe Moulin. Madame Emmanuelle Girard-Tivillier. Madame Corinne de Ranieri. Madame Sandrine Frère. Monsieur Laurent Castillo. Madame Stéphanie Gréco de Coningue. Madame Émilie Partouche, qui va nous rejoindre, je pense. Monsieur Anthony Paget. Madame Anaïs Abrahamian, qui a donné procuration à Monsieur Serge Bénica. Monsieur Loïc Rousseau. Monsieur Jean Naya. Madame Monique Robineau-Chélan. Monsieur Charles Dalmasso. Madame Aurélie Trichot-Pirani. Elle arrive, très bien, elle nous rejoindra aussi. Madame Francine Larocca, qui est a priori absente et qui vous a donné procuration, Monsieur Gonzalez, et Monsieur José Gonzalez. Merci. Nous nous retrouvons donc pour le 4e conseil municipal de l'année, après les rendez-vous du 28 janvier, du 8 mars et du 22 avril dernier. Notre conseil municipal se réunit à nouveau sans public pour se conformer au protocole sanitaire qui est toujours en vigueur. Une séance qui, comme vous en avez pris désormais l'habitude, est filmée et diffusée en direct pour répondre à la double exigence de proximité et de transparence que nous nous sommes fixés. Avant d'entamer l'ordre du jour du conseil municipal, je tenais à revenir sur une situation douloureuse, sur la disparition du jeune Raphaël, qui a suscité une vague d'émotions sur l'ensemble de la commune et bien au-delà. Vendredi dernier, il a été victime d'un accident qui lui a coûté la vie alors qu'il n'avait que 11 ans. Il était scolarisé à Piédautry, où il était apprécié aussi bien de ses camarades de classe que des enseignants et du personnel de l'école.
Ce soir, nous pensons bien naturellement à ses parents, à sa famille, ainsi qu'à tous ses proches. Nous mettons tout en œuvre pour les accompagner au mieux pour traverser cette terrible épreuve. Mardi matin, une cellule psychologique a été mise en place au sein de l'école élémentaire de Piédautry. Hier soir, une cellule d'écoute a été instaurée au sein du clubhouse de Piédautry pour soutenir les parents d'élèves qui en ressentaient le besoin. Et ce soir, si vous en êtes d'accord, dans le cadre de ce conseil municipal, je souhaiterais que nous respections une minute de silence en hommage à Raphaël. Merci d'avoir respecté cette minute de silence. Les obsèques du petit Raphaël auront lieu demain, mais pas sur la commune, et nous aurons matière à lui rendre hommage à nouveau très prochainement. Je vous en remercie. Sur un tout autre sujet, je souhaitais revenir sur la campagne de vaccination qui est en cours. J'ai eu l'occasion de me rendre au centre hospitalier d'Allaux le 6 mai dernier pour remercier tous les personnels mobilisés avec Marie-Christine Cianarella, les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, l'équipe de direction. Ils font tous un travail formidable. Sachez que depuis le 20 janvier, ce sont près de 6000 injections qui ont été réalisées au sein de l'hôpital d'Allaux. Et pour accélérer encore cette campagne de vaccination, nous avons obtenu du département des Bouches-du-Rhône que le bus de la vaccination fasse étape à Allaux les 3 et 4 juin prochains. Donc les 400 rendez-vous qui étaient programmés ont déjà trouvé preneur. Si nécessaire, nous referons venir à nouveau le bus à la rentrée prochaine. Et si c'est nécessaire, vous savez que vous pouvez toujours faire appel aux services municipaux sur la boîte mail suivante que je rappelle, covid19@allo.com, covid19@allo.com. Avant d'entamer l'ordre du jour du conseil municipal, je voulais aussi vous indiquer que nous avons procédé vendredi dernier au dévoilement du nom du lycée d'Allaux, lycée Monte Cristo, en présence du président de région et du recteur d'académie. Ce choix du nom de l'établissement a été fait par les élèves eux-mêmes et fait référence directement à l'œuvre d'Alexandre Dumas et de l'avis unanime de tous. Ce lycée est particulièrement réussi. J'ai eu l'occasion de remercier tous ceux qui avaient œuvré à sa réalisation. Et comme vous le savez, donc, il est ouvert depuis la rentrée 2019 et il accueillera tous les élèves à partir de la rentrée prochaine, soit 818 élèves, parce que donc, les classes de seconde, de première et de terminale seront prêtes à travailler dans des conditions vraiment optimales. Donc, comme convenu, nous allons pouvoir entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal avec la désignation du secrétaire de séance. Et je vous propose que, donc, une fois que nous avons procédé à l'appel nominal des élus et déclaré donc la séance ouverte, et je propose la désignation de M. Loïc Rouzot, le benjamin de notre Assemblée, pour occuper les fonctions de secrétaire de séance, conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La désignation de Loïc Rouzot est déterminée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous avons aussi à approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal précédent, donc à savoir celui du 22 avril 2021. Donc ce document retrace le déroulement de nos échanges et il est soumis au vote de notre Assemblée. Oui, Madame Robineau demande la parole. Attendez, on ne vous attend pas. Oh, attendez, on ne vous entend pas. Merci. Mais là, c'est un peu fort. Mais je reprends. Donc, j'aimerais apporter un rectificatif à ce procès-verbal. Hospitalisé le soir du conseil municipal, j'avais quand même signalé mon absence auprès des services. Et comme vous l'avez fait ce soir, pour les absents, vous n'avez pas signalé mon absence pour hospitalisation.
Donc, je demande à ce que ce soit rectifié et qu'il soit mentionné absente, excusée. Oui, Merci. bien sûr, il n'y a aucune difficulté avec ça. Nous allons rectifier le procès verbal. Je pense qu'en introduction, comme je le fais systématiquement, on a dû appeler votre nom lors de la séance du 22 avril dernier. Donc on va faire la retranscription telle que vous le demandez. Ça me paraît bien naturel. Merci. Nous passons à l'ordre du jour de ce conseil municipal avec le volet promotion économique et le rapport numéro 101 qui concerne l'abrogation partielle d'une délibération que nous avions prise au mois de juillet dernier. Et c'est M. Patrick Sabatier qui va nous en présenter le rapport. Merci, Monsieur le maire. Donc, chers collègues, je souhaite vous rappeler qu'au mois de juillet 2020, par délibération 06, nous avions délégué au maire une partie des délégations prévues à l'article L 2122 du Code général des collectivités territoriales. Alors, que dit cet article? Plus particulièrement le paragraphe 2 qui fixe dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulation, résultat de l'utilisation des procédures dématérialisées. Alors, Monsieur le maire souhaite, dans une perspective de transparence vis-à-vis des élus et des administrés, souhaite que cette délégation de compétences lui soit retirée pour que ces éléments fassent l'objet d'une délibération en conseil municipal. Telles sont les raisons qui nous incitent à vous proposer d'adopter ce projet de délibération. Voilà. Je pense que vous avez compris le sens de cette délibération. On avait arrêté le principe que je puisse fixer moi-même l'ensemble de ces tarifs. Et donc, j'aimerais que ça fasse l'objet d'un débat aussi souvent que nécessaire au sein de notre Assemblée, parce que ça me paraît tout à fait légitime, en toute transparence avec l'ensemble des Allodiens. D'où le sens de cette délibération, et vous verrez que dans une délibération suivante, nous allons fixer tout un ensemble de tarifs ensemble et répondre éventuellement aux questions que ça pourrait susciter. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur le sujet ? Alors on va procéder à un double vote parce que je n'ai pas fait procéder aux voix sur le procès verbal de la séance. Donc sur le procès verbal de la séance, qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Et pour la délibération numéro 5 qui vous a été présentée par M. Patrick Sabatier, je la soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, qui est une mesure de soutien à nos commerçants, restaurateurs et cafetiers et qui concerne l'occupation du domaine public. Je laisse la parole à M. Serge Bénica, adjoint à l'économie locale, nous en faire la présentation, s'il vous plaît. Merci, monsieur le maire. La crise sanitaire et les périodes de confinement successives qu'elle a engendrées ont eu des conséquences financières importantes sur l'activité des commerces. Le calendrier de déconfinement annoncé le 29 avril 2021 permet notamment une réouverture progressive des terrasses des cafés, des bars et des restaurants. Le déconfinement permet également le retour des stands non alimentaires dans le cadre du marché du vieux village. Considérant la volonté de soutenir l'ensemble de ces commerçants, il est proposé la gratuité de l'occupation du domaine public pour les terrasses de café, bars, restaurants et autres commerces, ainsi que la gratuité pour les commerçants des marchés hebdomadaires, est-ce que pour l'ensemble de l'exercice 2021. Merci pour cette présentation, Monsieur Bélica. Donc, comme vous l'avez certainement constaté, on est mobilisé pour accompagner au mieux depuis le début de cette crise sanitaire le tissu de notre économie locale, que ce soit les commerçants, les restaurateurs, les cafetiers. Et dans le cadre de la sortie du confinement, le dernier que nous avons connu, la date du 19 mai, leur a permis notamment de réouvrir en partie leurs terrasses, donc sur le domaine public. Et à ce titre-là, pour les soutenir, j'aimerais que cette gratuité puisse s'inscrire dans le temps. Elle était déjà en vigueur. Là, l'idée, ça serait de l'assurer au moins jusqu'à la fin de l'année 2021, d'où le sens de cette délibération pour venir en soutien et en complément de toutes les mesures qui ont déjà été prises dans le cadre notamment des séances de conseil de crise qui avaient été la nôtre durant toutes les périodes de confinement précédentes.
Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur le sujet? Alors j'en vois deux. On va peut-être laisser la parole à Madame Aurélie Trichot-Pirani et après Monsieur Gonzalez s'exprimera. C'est bon? Ouais, pardon. Bonsoir à tous, excuse-moi pour mon retard. Oui, donc je profite de ce point pour connaître les décisions prises dans le cadre de la redynamisation du village et le contrat d'accompagnement municipal avec la CCI. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, merci pour votre question. Je vais y répondre. On va peut-être laisser Monsieur José Gonzalez s'exprimer. Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, honorables collègues, merci tout d'abord d'avoir excusé Madame Larocca. Elle avait des obligations, elle n'a pas pu y déroger. Alors bien évidemment, nous sommes pour l'aide aux commerçants qui a été terriblement pénalisés. Il n'y a pas eu que, malheureusement. Et en ce qui concerne l'occupation des terrasses, je vais quand même rappeler que j'étais le seul, il y a à peu près une année, à défendre le bar de l'Hostellerie à qui la municipalité de l'époque avait retiré le droit d'occupation de la terrasse. Et à ce moment-là, effectivement, j'étais le seul. Peut-être qu'il aurait fallu aussi se mobiliser pour défendre ce commerçant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Alors nous étions plusieurs effectivement à estimer que c'était légitime que le bar de l'Hostellerie puisse jouir de sa terrasse, comme ça avait été le cas pendant de très nombreuses années. Donc aujourd'hui, tout ça est de l'histoire ancienne. Le bar de l'Hostellerie profite de sa terrasse, et donc vous avez compris que cette délibération s'adressait au bar de l'Hostellerie, mais aussi à tous les restaurateurs, cafetiers et commerçants qui ont besoin d'installer et d'occuper le domaine public à l'échelle de la commune. Pour revenir à la question de Madame Aurélie Trichot, vous aviez noté effectivement qu'on recevait la CCI, c'était le 23 avril dernier, au lendemain du précédent conseil municipal, pour signer donc ce qui s'appelle un contrat d'accompagnement municipal. L'objectif était de profiter de l'expertise de la Chambre de commerce pour redynamiser notamment, et vous l'avez cité, le tissu de notre centre ancien au cœur du village, mais pas seulement. Donc ce que nous avons convenu avec eux, c'est de travailler en priorité sur 3 dossiers. Le premier d'entre eux, donc, c'est la redynamisation du centre ancien, avec un ensemble de mesures qui verront le jour au fil des prochains mois. Nous sommes aussi préoccupés par le devenir du noyau villageois de la Punche, qui souffre, qui a un tissu commercial qui s'est légèrement dégradé ces derniers mois et ces dernières années. Donc il est important de trouver des solutions très concrètes pour les accompagner. Et là aussi, nous allons pouvoir nous appuyer sur l'expertise de la CCI. Et enfin, il y a un troisième projet très concret aussi et qui participera au dynamisme du premier point, c'est celui de la création d'une halle alimentaire. On sait qu'au cœur du village manque des commerces de bouche. Il y a un certain nombre de temps qu'il n'y a plus de boucherie, qu'il n'y a plus de poissonnerie. Et ça permettrait de recréer une animation. C'est des projets qui, quand ça voit le jour dans d'autres communes, fonctionnent particulièrement bien. Je trouve que notre village serait très adapté à accueillir ce type de projet. Et donc, nous y travaillerons très concrètement en lien avec la CCI, qui va là aussi nous mettre à disposition des moyens et des bonnes pratiques de ce qui a fonctionné dans des communes à peu près similaires à la nôtre. J'espère avoir répondu à vos questions. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, nous allons procéder au vote sur cette délibération, la numéro 102, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 103 qui concerne l'opération Sauveton Resto avec le chalet de la gastronomie. Nous voulons prolonger et accompagner au mieux les restaurateurs jusqu'à la reprise totale de leur activité qui aura lieu le 9 juin prochain. Je laisse Monsieur Laurent Castillo nous en dire plus. Merci, Monsieur le maire. Donc, chers tous, chères toutes, donc, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que par délibération du mois de mars, la municipalité a mis en place l'opération Sauveton Resto en partenariat avec Provence Tourisme et la structure Métro. Cette opération consistait à mettre à disposition des restaurateurs alaudiens, pour réaliser de la vente à emporter, un chalet dénommé Chalet de la Gastronomie, situé sur le cours du 11 novembre. Suite au succès de cette opération avec, pour ce jour, plus de 1500 repas livrés et préparés pour les alaudiens, il est proposé de renouveler cette opération, d'autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Oui, Monsieur Dalmasso. Oui. Monsieur le maire, l'opération Sauveton Resto avec le chalet de la gastronomie est un franc succès. Tous les commerçants, les restaurateurs de la commune ont pu profiter de ce chalet pour faire connaître leur restaurant ainsi que les plats à emporter pendant la période du confinement.
Allez-vous continuer cette opération et que prévoyez-vous pour les autres commerces? Et merci pour votre question. Merci de souligner effectivement le succès de cette opération. Monsieur Laurent Castillo l'a rappelé, avec l'ensemble de la délégation de l'économie locale. Le travail qui a été réalisé dans ce cadre-là a porté ses fruits. Nous avons pu soutenir une grande partie, en tout cas tous les restaurateurs qui en ont fait la demande ont pu prendre possession du chalet de la gastronomie. Les dernières en date, c'était le traiteur Messence, et là cette semaine, c'est le restaurant du Logis Neuf Sushi Chan, dont les spécialités japonaises sont bien connues. Et donc, face au succès de l'opération, il nous semblait important de le prolonger jusqu'au 9 juin prochain. Et on voit bien qu'en plus, ça redynamise un peu le village, notamment dans le cadre du marché hebdomadaire du mercredi, et ça génère un flux supplémentaire aussi le samedi, donc ça profite à tous. Et donc, c'est une très bonne mesure que nous allons accompagner. Et nous avons, comme nous avons acheté ce chalet, nous allons pouvoir reproduire l'opération dans d'autres circonstances, et il sera positionné pour accompagner notamment toute la programmation culturelle de l'été au niveau du théâtre de nature, pour que les gens, que ce soit avant les spectacles, à l'entracte ou à la fin, puissent bénéficier d'un point de restauration et ainsi se restaurer ou s'hydrater dans les meilleures conditions possibles. Et là aussi, nous mettrons donc cette infrastructure, ce chalet de la gastronomie, à disposition prioritairement des intervenants halodiens. Donc ça pourrait être sous forme de snacking pour des restaurants qui n'ont pas encore participé à l'opération, comme Marius Burger, la Cabane à frites ou d'autres, ou le Central Perk. Voilà. L'idée, c'est qu'encore les commerçants locaux, les restaurateurs locaux puissent bénéficier de cette opération et de manière à les soutenir efficacement et en même temps rendre un service à l'ensemble des halodiens qui profiteront de la saison culturelle. Voilà les éléments d'information sur le sujet. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je soumets ce rapport à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet vie culturelle avec la délibération suivante qui concerne la présentation d'un jeu qui sera mis en place justement pour promouvoir l'ensemble des spectacles qui est programmé pour cet été. Je laisse l'élu chargé de la culture, Madame Jacqueline Fabre, nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Alors, le jeu concours, le calendrier de l'Avent que l'on avait présenté pendant les fêtes de Noël avait rencontré un grand succès. Donc, on a décidé de récidiver la même chose et de refaire la même chose et permettre à chaque participant de remporter chaque jour des cadeaux d'une valeur de 500 € maximum. Ça, c'était pour Noël, pardon. Il est proposé de renouveler donc cette opération afin de promouvoir la programmation culturelle estivale. La municipalité souhaite donc organiser un concours et un tirage au sort journalier sur la page Facebook officielle de la commune du 7 au 15 juin 2021. 4 places maximum de spectacles seront mises en jeu chaque jour. Ainsi, il est proposé d'approuver le règlement intérieur définissant les conditions d'organisation du concours et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents permettant la bonne exécution de la présente délibération. Merci Jacqueline Fabre pour cette présentation. Est-ce qu'il y a une demande d'intervention sur le sujet? Non. Alors juste un rappel, on en avait parlé lors du conseil municipal précédent. Vous savez qu'il y a une saison culturelle très dense qui va s'ouvrir à partir de la fête de la musique, donc à partir du 21 juin, avec une programmation qui s'étirera jusqu'à la rentrée, avec notamment les séances de cinéma au clair de lune fin août. Et avant ça, donc des spectacles humoristiques, du théâtre, de la musique classique, des musiques plus contemporaines. Enfin, tout sera mis en œuvre pour que chacun puisse trouver son bonheur et puisse passer un bon moment en famille ou entre amis dans le cadre du théâtre de nature. Ça participe à notre volonté d'accompagner ce retour à une vie que l'on souhaite la plus normale possible, et aussi pour soutenir le monde de la culture qui en a particulièrement besoin. Donc dans ce cadre-là, nous allons communiquer à l'ensemble des halodiens dès demain matin l'ensemble de la programmation pour qu'ils puissent réserver leur place dans les délais les plus courts possibles et ainsi bénéficier de la programmation de ces estivales qui, de l'avis unanime de tous, est très prometteuse. Donc, dans le cadre de ce jeu concours, on va en adopter, si vous en êtes d'accord, les règles d'organisation. Je soumets ce rapport à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie.
On passe au rapport suivant qui concerne la création et la mise à jour du catalogue de tarifs appliqués sur la commune. Et donc, comme vous l'avez compris, cette délibération fait écho à la première délibération que nous avons prise pour que nous ayons, cette politique tarifaire puisse faire l'objet d'une présentation dans le cadre de ce conseil municipal. Et c'est à nouveau Madame Jacqueline Fabre de nous le présenter. Merci, Monsieur le maire. Alors effectivement, considérant la volonté d'adapter au mieux les tarifs des spectacles selon la programmation culturelle estivale 2021 et considérant la volonté de proposer à la vente de nouveaux produits en lien avec l'image de la commune, il est proposé de créer les tarifs suivants. Alors c'est des tarifs qui n'existaient pas, je précise. Un tarif senior, j'ai vraiment tenu à ce qu'il soit instauré. C'était très important pour moi que les personnes à la retraite à partir de 63 ans puissent avoir un petit tarif réduit. Donc les tarifs seniors de plus de 63 ans et bénéficiaires du RSA pour les places de spectacle. Ensuite, on a instauré un tarif vendu livre Regard sur les massifs d'Allo et de l'Étoile qui sera mis en vente au service du tourisme, mais pas tout de suite. Ce ne sera pas dans les prochains jours, il faudra attendre quelques semaines, le temps qu'on en fasse les acquisitions. Ensuite, un tarif groupe de 15 pour les groupes de 15 personnes pour les visites du Moulin Ricard. Un tarif semaine de 3 jours pour le dispositif été culture du service jeunesse. Et enfin, nous proposons d'adopter les tarifs d'occupation du domaine public pour les chalets du marché de Noël, puisque ce dernier se déroulera non plus sur 2 jours, mais sur 3 jours. Au-delà de la création de ces tarifs, il vous est proposé d'adopter le catalogue des tarifs de la commune qui vous a été envoyé en annexe à cette délibération. Merci Jacqueline Fabre. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Et juste peut-être un tarif moi, que j'aimerais souligner parce qu'il est spécial, il permet de faire un clin d'œil à une actualité joyeuse. C'est celui du tarif spécial que nous instaurons pour la gratuité à vie de la bibliothèque municipale pour les enfants nés à Allo. C'est-à-dire que, comme vous le savez, depuis 1974, la maternité est fermée, mais il arrive de temps en temps que des mères de famille accouchent à leur domicile. Alors, c'est la loi des séries, il y en a eu très peu depuis les années 70, mais là, nous en avons eu 2 en moins d'1 mois. Donc, nous avons le petit Siméon, qui est né il y a de ça 2 mois. Et là, plus récemment, nous avons la petite Anaëlle aussi, qui est née à domicile. Donc, ce sont 2 Allodiens qui auront sur leur carte d'identité nés à Allo, ce qui est devenu rare depuis 50 ans. Et donc, en guise de clin d'œil, on leur offrira une carte d'accès à la bibliothèque municipale qui sera gratuite à vie. Voilà, comme ça peut se faire dans d'autres conditions et dans d'autres circonstances. Voilà, c'était juste le petit clin d'œil que je voulais faire parce que ça fait partie de ce nouveau catalogue de tarifs appliqués à l'échelle communale. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet maintien des services publics de proximité. Donc nous avançons très concrètement pour la création de la maison France Service, vous savez, qui verra le jour dès le 1er janvier 2022. Et je laisse Monsieur Patrick Sabatier nous faire la présentation du rapport. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vous rappelle que grâce à l'effort conjugué du maire d'Allo et du maire de Plan-de-Cuc, la trésorerie qui est présente au rez-de-chaussée a été prolongée. Mais à terme, elle va disparaître. Pour compenser cette perte, les 2 communes se sont battues, ont œuvré pour créer une maison France Service. Alors, France Service, c'est un nouveau modèle d'accès aux services publics. Il vise à permettre à chaque citoyen, quel que soit l'endroit où il vit, d'accéder aux services publics. Que va accueillir comme service cette maison France Service? Donc il y a la CAF, la Caisse d'allocation familiale, le ministère de l'Intérieur, de la Justice, des Finances publiques, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la MSA, la Mutualité sociale agricole, Pôle emploi, la Poste. Compte tenu de l'intérêt des 2 communes, donc d'Allo et de Plan-de-Cuc, d'accueillir et renforcer la présence de ces services sur leur territoire, il a été acté le principe de la création de cette maison dans les locaux actuels de la poste communale de la Punche, dont l'activité serait ainsi développée autour de nouveaux partenaires que je viens de citer. L'activité du noyau villageois de la Punche sera par ailleurs dynamisée par un flux plus important. Dans ce cadre, il est donc proposé de convenir d'une convention financière entre Plan-de-Cuc et Allo. Et la commune de Plan-de-Cuc afin de définir les modalités de prise en charge financière de cette nouvelle structure.
L'indemnité, alors ça va l'indemnité, il va y avoir d'une part, l'indemnité compensatrice de mise en place et l'indemnité compensatrice annuelle. Celle-ci sera déterminée en fonction du coût net de la structure au prorata du nombre d'habitants. À titre indicatif, le montant prévisionnel des participations financières seront les suivantes. Alors, pour Plan de Cuques, au titre de l'aménagement initial des locaux, c'est-à-dire l'aménagement, 2 621,60 €. C'est ça. Vas-y, continue. Et au titre du fonctionnement annuel, 18 714,29 €. Ce qui correspond, pour Plan de Cuques, à 32% sur le coût d'aménagement, nombre d'habitants. À titre d'exemple, la commune d'Allot paiera 21 484 € au titre de l'aménagement initial des locaux et 38 393 € au titre du fonctionnement annuel. Donc il est proposé à l'Assemblée d'autoriser la signature de ce projet de convention si annexé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Madame Robineau. Je trouve que c'est une excellente initiative, mais une fois de plus, l'État se désengage sur les communes. Est-il prévu un financement de l'État à travers ce service? Oui. Oui, vas-y, Patrick. Oui, il est prévu un financement à hauteur de 80%. D'accord. Voilà. Donc effectivement, comme vous le soulignez, l'objectif c'est de répartir les coûts que va générer ce nouveau service public de proximité qui sera ouvert à la population. Alors nous ne pouvons que regretter la fermeture programmée, même si tu l'as souligné, on a réussi à obtenir le décalage de la fermeture de plus d'1 an et la compensation par l'ouverture de cette maison France Service, sachant qu'au mieux, il y aura une création par canton. Donc je suis très content que ce soit sur le territoire communal que cette maison France Service puisse s'ouvrir pour garder accessible à l'ensemble des habitants de la commune ces services publics de proximité. Pour que les coûts soient répartis équitablement, déjà il faut savoir qu'effectivement l'État prend en charge 80% des frais généraux qui seront générés par cette structure. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 20% qui nous reviennent de droit et qu'il faut qu'on puisse intégrer au budget. Et comme cette maison France Service va profiter à la fois à Allot et à Plan de Cuques, nous mettons en place cette convention en travaillant étroitement avec Laurent Simon, maire de Plan de Cuques, et l'ensemble des équipes municipales, que ce soit d'Allot ou de Plan de Cuques, en fonction donc du taux de population de nos 2 communes. Vous le savez, nous sommes à 22 000 habitants, Plan de Cuques est pas la moitié mais presque, et donc nous avons acté une répartition financière pour que tout le monde participe au coût, c'est-à-dire on profite d'un service public, mais chacun en assume la charge à hauteur de ses facultés. Voilà un peu la manière dont nous avons préparé cette convention de partenariat entre nos 2 communes. On voit bien qu'on a tout à y gagner à travailler main dans la main. Nous avons déjà obtenu des résultats très concrets. Ça sera le cas aussi dans d'autres dossiers. Nous travaillons activement notamment sur le dossier du commissariat de Plan de Cuques, qui, vous le savez, là aussi est un équipement public qui est commun à l'ensemble de notre canton, enfin ce qu'on appelle le canton vert, Allot, Plan de Cuques. Et à ce titre, voilà, nous avons comme ça des dossiers très concrets que nous aurons à défendre parce que les attentes de la population sont sensiblement les mêmes, pour ne pas dire identiques. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais soumettre aux voix cette convention de partenariat entre les villes d'Allot et de Plan de Cuques pour la création de la maison France Service qui verra donc le jour à la Punch au 1er janvier 2022. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet sécurité et prévention. Et là, c'est un dossier particulièrement important sur lequel Patrick Ménéo et l'ensemble des équipes travaillent depuis plusieurs mois. Vous savez qu'en matière de sécurité, nous avons affaire à quelques fléaux, et notamment celui des cambriolages. Et donc, à ce titre-là, je tenais à ce qu'on puisse mettre en place un plan spécifique dédié à ça avant la période estivale qui s'ouvre donc très bientôt. Et donc, dans le cadre du rapport numéro 107, je laisse M. Patrick Ménéo, adjoint à la sécurité, nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Toutefois, il est important, Monsieur le maire, de souligner dans la continuité, même depuis juillet 4 2020, la police municipale a augmenté sa présence en soirée, les week-ends, jours fériés.
Le centre de supervision urbaine, donc le centre de vidéo, lui aussi a suivi les horaires donc, de la présence des policiers, donc, qui est ouverte jusqu'à la fin de soirée. On a recruté 3 agents de police municipale, 4 sont en cours. Ça peut être long, mais il faut être exigeant pour la qualité de la sécurité de nos concitoyens. Donc on est en cours, on a dans quelques jours d'autres recrutements qui doivent se faire. Il y a aussi Mairie Vigilante, donc ce dispositif sera bien sûr appuyé dans ce plan anti-cambriolage par l'organisation de voisins vigilants qui va nous permettre d'augmenter la communication entre les administrés et la police municipale grâce à une plateforme qui sera reliée au centre de supervision urbaine. Des flyers vont être édités et distribués dans toutes les boîtes à lettres dans la première semaine de juin afin de rappeler les bons gestes et adopter et de limiter les risques d'intrusion. L'ensemble de la commune sera donc destinataire très rapidement. La page web de la police municipale sera actualisée de sorte à ce que la fiche opération tranquillité vacances soit disponible à l'ensemble des administrés. De plus, un numéro unique sera aussi communiqué de façon à améliorer et rendre plus rapide la communication entre les administrés et la police municipale. Tout nouveau, ce système qu'on va proposer et expérimenter, enfin chez nous en tout cas, puisqu'il existe dans d'autres collectivités, Nice, Cannes et d'autres villes, ce sont l'installation des points alertes. Des points alertes seront positionnés dans tous les lieux sensibles de la commune, de façon à permettre aux administrés de pouvoir prévenir d'un quelconque danger aux abords des différents sites visés. On a eu la triste expérience, mais ce dispositif a fonctionné à Nice lors des derniers attentats. Également, des boutons alerte seront proposés aux commerces dits sensibles qui permettront de prévenir à la police municipale pour les faits qui pourraient se dérouler dans leur commerce ou aux abords. Tout cela, pour vous expliquer en 2 mots, ce sont un système d'alerte relié directement au CSU. Le CSU aura une sirène qui se déclenchera, un gyrophare qui va se déclencher, tous les moyens pour que le policier puisse réagir immédiatement. Un ordinateur, un écran, un système vidéo sera déployé uniquement pour ce système. L'agent, on saura que si le bouton se déclenche, c'est que vraiment il se passe quelque chose. Et ça permettra à nos administrés d'avoir l'arrivée de la police municipale dans les quelques minutes, voire quelques secondes. Voilà, c'est un dispositif qu'on va se déplacer, on va le voir en marche dans des villes voisines, puis il est prévu de le mettre en place très rapidement. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons aujourd'hui, donc je fais lecture, le dispositif voisin vigilant et solidaire favorise la prévention de la délinquance en sensibilisant la population à la sécurité ainsi que l'entraide entre les habitants de même voisinage, c'est très bien. Afin d'apporter de sécurité optimisée à nos administrés, il est proposé d'adhérer à l'organisme voisin vigilant et solidaire dont le montant annuel est de 4 000 € et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention et tous les documents permettant la bonne exécution de la présente délibération. Merci monsieur Minéo pour cette présentation très complète. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Monsieur Gonzalez. Merci monsieur le maire. Nous sommes là sur le volet sécurité et c'est assez important parce que la sécurité devrait être la première des libertés des administrés. Et nous remarquons malheureusement que aucune zone, aucune commune n'est à l'abri de l'insécurité. Et peut-être surtout, particulièrement depuis quelques années, où un gouvernement, celui de M. Sarkozy, avait limité le nombre de policiers et de policiers et de gendarmes, et en avait détruit 12 500 postes. Alors, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse à ce niveau, au niveau de notre police municipale, qui est maltraitée en ce moment, mal aimée, et de lui apporter tout notre soutien. Et en ce qui concerne... Alors là, je parlais de la police nationale, maintenant je parle de la police municipale. Je pense que nous devrions augmenter sensiblement, M. Minéo a parlé de 3 ou 4 nouvelles recrues, sensiblement le nombre de nos policiers municipaux de façon à ce qu'ils puissent intervenir plus fréquemment et même avec des plages horaires toute la nuit dans les périodes un peu plus chaudes. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne cette délibération à proprement parler, on nous parlait d'adhérer au mouvement, au concept de voisins vigilants. C'est un concept anglo-saxon qui marche assez bien
Et je pense que les administrés sont mis en relation, M. Minéo a dit, avec la police. Je pensais que c'était plutôt avec la mairie, mais enfin, peu importe. La question que je posais, qui n'est pas une question polémique, parce que nous allons voter pour cette délibération, c'est de savoir pourquoi nous avons choisi cette association, Voisins Vigilants, qui est payante, alors qu'il y a une association, un concept plutôt, proposé par le gouvernement, gratuit, qui existe depuis une quinzaine d'années. Je crois que c'est Participation citoyenne, qui existe depuis 2005-2006, qui a été renforcée en 2019 par M. Castaner et qui, elle, est absolument gratuite. Donc voilà, c'est ma question, tout simplement, qui n'est pas polémique, bien sûr, mais je voulais avoir ce renseignement. Merci. Donc vous avez vu, alors déjà, effectivement, dans vos propos, vous avez dit que la police municipale était maltraitée. Vous faisiez référence, vous avez rectifié de vous-même, c'est la police nationale qui vit des fois des moments difficiles parce qu'effectivement, elle est prise à partie. Nous avons une police municipale à laquelle nous sommes très attentifs pour qu'ils bossent dans les meilleures conditions possibles et qui est respectée et appréciée de la population. C'est très important. Je mets un point d'honneur à ce que ça reste le cas. Concernant les moyens que nous mettons en œuvre pour renforcer ceux de la police municipale, il y a les moyens humains. Le plan de recrutement que nous avons ouvert dès l'été dernier est toujours en cours. Nous avons un degré d'exigence, c'est-à-dire que nous voulons recruter, mais nous voulons recruter de jeunes agents, de bons agents sur le terrain, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer et former pendant plusieurs années. Donc, ayant cette exigence assez élevée, nous avons reçu des dizaines de candidats et nous n'avons retenu vraiment que ceux dont on estimait qu'ils avaient les capacités à répondre à notre degré d'exigence et aussi à s'inscrire dans le long terme dans le cadre des effectifs de la police municipale. Donc nous mettons un point d'honneur à ce que ce soit le cas et nous avons aussi souhaité y associer bien naturellement le nouveau chef de la police municipale parce que ça faisait partie effectivement de nos priorités. Il est en place à l'échelle communale depuis le 2 mars dernier et donc lui, il s'est impliqué également à la fois sur la mise en place de ce plan de lutte contre les cambriolages et aussi pour renforcer les moyens qui sont mis à sa disposition. Tous ces éléments, s'il est important de les noter, parce que c'est un effort conséquent que fait la mairie, notamment sur le plan financier, parce que c'est une charge qui nous revient désormais directement et qui viennent, comme vous l'avez rappelé, compenser le désengagement progressif de l'État à ce niveau-là. Nous ne pouvons que regretter, j'ai dit que ça ferait partie de nos priorités par la suite, nous souhaitons voir renforcer à terme les moyens mis à disposition du commissariat de Plan-de-Cuques, parce que la sécurité, ça reste une prérogative de l'État. Mais face à ce désengagement progressif, nous devons y faire face. Nous avons la chance d'avoir les moyens d'y faire face et nous essayons de manière la plus rationnelle possible de renforcer les moyens de la police municipale sans alourdir, sans que ça pèse trop lourdement sur le budget qui est le nôtre parce que les moyens des Alaudiens, ils sont déjà largement engagés et voilà, le coût de la police municipale, nous essayons de le rationaliser au mieux entre l'efficacité qui est la leur et les moyens que nous déployons à leur service. Sur le dispositif qui a été choisi, nous avons regardé de près l'ensemble des dispositifs qui pouvaient être mis à disposition des collectivités dans le cadre de ce qu'on appelle donc voisins vigilants. Et très, très honnêtement, il y en avait plusieurs qui étaient gratuits. Vous avez cité celui du gouvernement, il y en avait d'autres. Et le plus efficace, celui sur lequel l'expertise, la mise à disposition de moyens, de bonnes pratiques sur lequel on pouvait s'appuyer, c'était celui-là. Compte tenu de la faiblesse du coût, 4 000 € annuels, nous avons fait le choix de le retenir parce qu'il apportait une vraie plus-value en termes de services et de dispositifs que nous pourrons mettre à disposition de l'ensemble de la population. Effectivement, nous allons communiquer très bientôt. Et donc l'ensemble des Alaudiens recevra dans sa boîte aux lettres la présentation de ce dispositif d'ici le début du mois de juin, donc ça va arriver très rapidement. Et ils retrouveront à la fois tout le guide de bonne pratique, les moyens qui sont à leur disposition et tous les contacts utiles pour que ce réseau de voisins vigilants soit le plus efficace possible. Donc ils retrouveront ces éléments dans leur boîte aux lettres pour que l'information circule au maximum à l'échelle de la commune. Voilà donc les éléments que je pouvais porter à votre connaissance ce soir. Madame Robineau voulait réagir et après on procédera au vote de cette délibération. Oui, bien sûr que la sécurité doit être une priorité absolue. Je ne vais pas revenir sur ce que vient de dire M. Gonzalez. La seule chose concernant les voisins vigilants, j'aimerais bien avoir une précision parce que pour les avoir souvent rencontrés, ils sont présents, ils sont actifs, mais ils n'ont pas de numéro prioritaire pour pouvoir prévenir justement de... Alors, l'adjoint vient de le signaler. Est-ce que tu peux le confirmer qu'ils auront à chaque fois un numéro de la police municipale qui interviendra Absolument, absolument. Et parce que ce qui est dit après dans... Non, c'est important. Que ce soit dans l'action, que ce soit que ça puisse
se faire de façon à ce que les policiers puissent intervenir rapidement. Absolument. Puisque les voisins, eux, n'ont pas de possibilité d'action. Ah non, non, oui, surtout pas. On leur demande pas Non, mais d'agir, on leur justement. demande de signaler parce qu'il faut surtout pas qu'ils se mettent en risque. Et donc il y a une série de numéros, vous les retrouvez, on vous fera passer le document. Là c'est une version qui n'est pas complètement finalisée parce que c'est chez l'imprimeur, mais vous avez tous les contacts utiles qui sont à disposition avec numéro de fixe et numéro de portable si besoin, justement pour que la réactivité soit totale. Et puis l'objectif aussi de ce plan, c'est que tous ceux qui sont absents de leur domicile puissent se signaler pour que la police, que ce soit la police municipale ou la nationale, puisse se déplacer et vérifier régulièrement de manière à ce qu'on sécurise l'habitation de chaque habitant de la commune durant toute la période estivale et au-delà, parce que c'est un dispositif qui sera présenté là avant l'été, parce que c'est la période la plus sensible, mais on sait que malheureusement le fléau des cambriolages sévit toute l'année, et donc ça sera un dispositif qui sera en place 365 jours par an. Tu veux rajouter quelque chose, Patrick Minéo? Bien sûr. Oui. Ça va aussi nous aider pour la lutte contre les feux et les incendies, puisque voisin vigilant, ce n'est pas aussi que pour des cambriolages, c'est pour toutes les actions délictueuses qui peuvent se produire. C'est important. Et je rejoins, effectivement, on peut faire tous les plans, mais s'il n'y a pas un moyen de communication rapide, ça ne sert à rien. Donc pour cela, on a prévu un numéro unique, facile, qui sera communiqué. Le centre de supervision urbaine sera bien sûr alerté, averti, formé pour ça, pour faire la différence et le distinguo entre un appel lambda non urgent et un appel urgent. Le but, c'est qu'on puisse avoir une réactivité immédiate. Voilà, il faut que ça marche. C'est pour ça qu'on va travailler ensuite sur les points d'alerte, voisins vigilants, points alerte, flyers. Je pense qu'on a la bonne recette. On est sur le bon chemin, on a la bonne recette pour avancer ensemble sur ce dispositif. C'est pour ça que le dispositif voisin vigilant, c'est important qu'il y ait une collectivité et une réaction de l'ensemble de nos administrés pour nous aider aussi pour combattre ce sentiment d'insécurité, voire les actes délictueux. Voilà, merci. Oui, d'ailleurs, le dispositif n'est pas en place formellement. Nous allons en valider le principe ce soir dans le cadre de ce conseil municipal. Mais voilà, quand on a des signalements, ça fonctionne. Pas plus tard que vendredi dernier, il y avait 4 suspects sur la commune qui nous ont été signalés par des habitants. La police municipale est tout de suite intervenue, leur a demandé de quitter le territoire communal, a fait un signalement auprès des autorités. Et il se trouve que dans la journée, ces 4 individus ont été arrêtés pour des cambriolages commis à Château-Gombert. Donc c'est pour dire que grâce à leur vigilance, à leur présence, au signalement qui a été effectué par la population, on obtient des résultats concrets. Et donc, grâce à leur signalement, ils ont facilité une arrestation. Ils n'avaient pas réussi à passer à l'acte à l'eau, mais ils l'avaient fait malheureusement un peu plus loin. Voilà, donc c'est ces moyens-là que nous voulons renforcer pour essayer d'arriver à améliorer les statistiques en matière de lutte contre l'insécurité. Au mois d'avril, pour le signaler, on a eu 0 cambriolage sur la commune. Ça faisait très longtemps qu'on avait eu un mois complet sans cambriolage. J'ai cru qu'on y était arrivé. Malheureusement, après, on en a eu 2 coup sur coup. Donc, c'est vraiment qu'il n'y a pas de règle en la matière, malheureusement, et qu'il faut rester d'une vigilance totale du 1er janvier au 31 décembre. Donc, on va procéder au vote de cette délibération, si vous en êtes d'accord. Qui est pour le rapport numéro 107? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet numéro 108 avec l'adhésion à un groupement de commandes de la métropole pour la mise en place d'un automate d'appel et d'alerte automatisé des populations. Et c'est à nouveau M. Patrick Minéo, adjoint à la prévention et à la sécurité, de nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Oui, donc ce rapport, la métropole d'Aix-Marseille-Provence a constitué un groupement de commandes pour la mise en place d'un automate d'appel et d'alerte automatisé des populations sur le territoire de la métropole. Il est proposé à l'Assemblée d'adhérer à ce groupement de commandes afin de doter la commune d'un tel dispositif indispensable pour gérer des situations de crise. Ni plus ni moins, c'est plus nous sommes nombreux et plus on peut réduire le coût de l'achat de ce dispositif. Ce qui est important aujourd'hui avec tous les usines Céveso, tout ce qu'il peut y avoir comme difficulté, on gagnera de l'argent tout en restant en règle avec les exigences de la loi. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je la soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. La saison estivale approche.
Et la délibération suivante, la numéro 109, concerne l'acquisition de 2 4x4 de liaison pour la surveillance de nos massifs forestiers, avec une demande de subvention que nous allons adresser à la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je laisse Madame Isabelle Lévy-Fanucci nous faire la présentation de ce rapport, étant adjointe à la protection des collines. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Comme vous le savez, nous avons un très grand territoire de massifs de collines et de massifs forestiers, environ 4000 hectares. Nous avons donc ce service protection des collines avec les personnes qui travaillent et qui surveillent les massifs et qui travaillent à l'intérieur des massifs forestiers, mais nous avons également le comité feu. Ce comité feu a donc la possibilité d'utiliser des 4x4. Or, nous avons un souci au niveau des 4x4, ce sont de vieux véhicules. Ils ont plus de 15 ans et nous en avons 2 en panne. Un qui a un souci d'un gros moteur qu'il faudrait changer et l'autre qui a eu un accident. Donc, vu que nous avons absolument besoin, surtout l'été, de ces véhicules pour surveiller, c'est pourquoi je vous fais cette proposition. La commune d'Allauch possède un vaste territoire de près de 4000 hectares d'espace naturel. Chaque année, la commune investit d'importants moyens humains et financiers pour préserver et valoriser ce patrimoine naturel exceptionnel, soit près de 550 000 €. À ce titre, les agents du service protection des collines et les membres du CCFF, Comité communal feu de forêt, participent activement à la surveillance des collines d'Allauch. Dans le cadre de ces actions de prévention et de surveillance, il serait opportun que la commune fasse l'acquisition de 2 véhicules 4x4 de liaison pour un montant de 70 000 €, soit 84 000 € TTC. Dans ce cadre, il est proposé de solliciter une subvention auprès du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur à hauteur de 70% du montant hors taxe, soit une subvention de 49 000 €. Merci pour cette présentation, Isabelle Lévy. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Oui, Monsieur Jean Naya. Oui, merci. Bonsoir, Monsieur le maire. Concernant cette délibération, vous sollicitez le Conseil régional pour une subvention servant à l'achat de 2 véhicules 4x4 qui serviront à la surveillance et à la défense des collines contre les incendies, ce qui est très important pour notre commune. Et c'est vrai que le parc doit commencer à être un petit peu vieux. Et tout ça compte tenu de notre exposition au risque qui est très important et qui suscite à chaque fois un petit peu de crainte à l'approche de l'été. Cette acquisition est un bon investissement en faveur de notre patrimoine naturel et de la biodiversité de nos collines. J'en profite à cette occasion pour vous questionner sur la préparation du dispositif de surveillance pour cet été. Je vous remercie. Oui, merci de rappeler, effectivement, merci Isabelle Lévy pour la présentation. Donc, comme il a été indiqué, la commune déploie chaque été des moyens conséquents pour limiter les risques d'incendie. On se souvient des terribles drames de la fin des années 90. Tout est mis en œuvre pour pas que cela puisse se reproduire. À l'échelle communale, c'est un investissement d'un demi-million d'euros par an. C'est quand même loin d'être négligeable, mais c'est absolument nécessaire pour défendre ce patrimoine naturel. En matière de moyens humains, au-delà des véhicules, qu'il est nécessaire de renouveler régulièrement pour garder une capacité d'intervention intacte, il y a aussi des moyens humains qui sont mis en place, au-delà des moyens donc matériels, avec des patrouilles municipales qui sont en surveillance 7 jours sur 7 durant toute la période d'été. Nous pouvons aussi nous appuyer sur les bénévoles du comité communal de feu et forêt qui font un travail considérable, qui sortent tous les jours durant la période estivale, qui sont sur le terrain aux heures en plus les plus critiques, là où il y a des risques d'incendie sont les plus élevés, quand il fait le plus chaud, souvent donc les après-midi et en tout début de soirée. Et nous avons aussi des recrutements, on avait voté le principe lors de nos derniers conseils municipaux. Nous avons des jeunes qui sont spécialement formés et mis à disposition par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc sur la période estivale, ce sont 10 jeunes qui viennent en renfort. Nous complétons ce dispositif, nous, municipalités, avec 6 recrues de plus, des saisonniers qui sont notamment dans les vigies et qui surveillent durant tout l'été nos massifs pour qu'on puisse intervenir, que ce soit les bénévoles du comité feu et surtout les pompiers, si besoin, très rapidement en cas d'incendie pour le circonscrire au plus tôt. Et donc, voilà, tous ces moyens cumulés permettront, je l'espère, de vivre comme l'été dernier et depuis longtemps maintenant, un été serein à l'échelle d'Allauch et de pouvoir bénéficier de nos collines tout le reste de l'année. Oui, Monsieur Gonzalez.
permettez. Monsieur Naya l'a dit, c'est très important, la protection des collines. Mais j'ai entendu à plusieurs reprises dans ce conseil municipal, en ce qui concerne la superficie de notre territoire, 4000 hectares. Il me semble... De collines, 4000 hectares de collines. Collines, d'accord. Ok. Donc autant pour moi, parce que la totalité du territoire, c'est bien 50 km², 5000 hectares. Oui, c'est plus 5000, oui, tout à fait, de la partie urbanisée. Les 4000 hectares, c'est uniquement les collines. On est d'accord. Et si vous le permettez, tout à l'heure, vous avez raison, quand je parlais d'une police mal aimée et maltraitée, je parlais de la police nationale, bien évidemment, parce que notre police municipale ici, elle est bien aimée et elle est bien traitée. Voilà. Merci. Il n'y a pas d'équivoque. Oui, c'était bien de le rectifier. Merci à vous. Si vous êtes d'accord, on va passer au vote de cette délibération, la numéro 109. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, alors que la saison touristique va bientôt commencer. Je laisse la parole pour le rapport numéro 110 à Monsieur Laurent Castillo, élu au tourisme. Merci, Monsieur le maire. Donc, en propos introductif, j'aimerais faire quelques informations et quelques rappels. Donc, la Maison du Tourisme est ouverte depuis le 19 mai, tous les jours, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, sauf les jours fériés. Pour information, Sophie et toute son équipe vous y attendent pour découvrir ou redécouvrir notre beau village. Ensuite, le moulin Ricard sera ouvert. Les visites seront disponibles à partir du dimanche 4 juillet. Pour rappel, via le pass MyProvence dont on avait délibéré ici, vous bénéficiez d'une entrée offerte pour une entrée payante. La visite du moulin est aussi intégrée à l'offre City Pass Marseille, disponible directement sur Marseille. De plus, l'organisation de visites gratuites du village sont à nouveau disponibles pour un maximum de 10 personnes par groupe. Pour toute information, vous pouvez appeler la Maison du Tourisme au 04 91 10 49 20. Enfin, et ensuite, du moins, la billetterie pour la saison estivale ouvrira dès demain, le 28 mai à 9h. Pour information, vous retrouverez toute la programmation sur billetterie.allo.com. Enfin, du 31 mai au 31 décembre 2020, c'est l'opération de notre partenaire Provence Tourisme qui s'appelle Tickets My Provence. Le principe, c'est un bon d'achat de 100 € par personne pour les résidents et les touristes. Vous retrouverez là aussi toutes les informations sur ticketaupluriel.myprovence.fr. Et donc je passe à la délibération. Donc il est rappelé à l'Assemblée délibérante qu'en 2018, une délibération avait été prise relative à la taxe de séjour applicable sur notre commune. Afin d'actualiser cette taxe, en raison des lois de finances rectificatives de 2019 et 2020, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'abroger la délibération 2018-109 à compter du 1er janvier 2022 et d'approuver les nouvelles modalités et les tarifs de la taxe de séjour. Pour information, donc il n'y a pas de modification sur les montants, c'est juste des modifications par rapport aux catégories des établissements. Merci. Oui, donc c'est important de faire passer cette mise à jour. Ça a permis effectivement de présenter un peu les dispositifs qui seront mis en place pour soutenir et faire en sorte que la saison estivale soit aussi bénéfique pour la commune sur le plan touristique. Donc merci pour tout le travail réalisé avec la Maison du Tourisme qui se fait fort d'accueillir les visiteurs extérieurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, dans les meilleures conditions possibles. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet sportif avec un événement qui aura lieu dans à peu près 3 semaines. C'est pas Émilie Partouche qui dira le contraire. Elle y travaille activement. C'est la relance du grand concours de pétanque à Laudienne qui s'appellera donc la Laudienne à pétanque. Et donc nous avons trouvé un certain nombre de partenaires financiers. Ça fait partie des objectifs dont on avait parlé dans le cadre de nos échanges lors des conseils municipaux précédents. Et donc il y a 4 partenaires qui vont venir soutenir cet événement. Et c'est Madame Émilie Partouche qui nous en fait la présentation, l'élu au sport. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors effectivement, la date approche à grands pas et on est très heureux de pouvoir quand même organiser cet événement malgré toutes les problématiques qu'on a eues cette année. Donc à l'occasion de ce nouvel événement qui s'appellera la Laudienne à pétanque, pour vous donner quelques informations supplémentaires sur le déroulé de la manifestation, elle s'effectuera sur 2 jours. Donc le mercredi 16 juin, sur le stade Fassanaro, d'abord au Logis 9. Ça sera simplement pour les qualifications et jusqu'au quart de finale, donc de 17h à 22h30 sur le stade.
Et ensuite, le jeudi 17, de 17h à 22h30 sur la place des Moulins. Donc c'est vraiment un bel événement. On espère pouvoir faire briller la place des Moulins comme il se doit avec cette manifestation. Donc là, il y aura lieu les demi-finales, la finale et le match d'exhibition aussi. On aura l'occasion de voir Monsieur le maire nous faire quelques petites parties de pétanque. Ça va être sympa. Oui, pourquoi pas. Volontiers. Ça va être sympa. Avec nos invités aussi. On espère que ça se passe dans une ambiance bon enfant. Et en tout cas, c'est quand même une pratique et un jeu qui permet d'avoir justement cette ambiance joviale et sympathique. Donc, suite à cet événement-là, la Banque populaire d'Allo souhaite nous soutenir à hauteur de 500 € pour sa part. Donc, on est très heureux et on les remercie. Nous avons aussi, est-ce que je fais tout? Oui, et après on votera chaque rapport. Voilà, nous avons aussi le Crédit Mutuel du Canton Vert qui soutient aussi la commune pour cette manifestation à hauteur de 500 €. L'agence immobilière Nastine du Logis Neuf à hauteur de 1 000 €, on la remercie aussi beaucoup, ainsi que les établissements Lefebvre qui nous font une donation de 3 enceintes de marque Sony qui seront délivrées aux vainqueurs de la triplette en supplément des dotations prévues. Voilà. Tout un beau programme. Oui, merci pour cette présentation. Effectivement, un beau programme. Donc 80 triplettes, les inscriptions sont désormais ouvertes. Il faut juste, pour pouvoir s'inscrire, être aussi affilié à la Fédération française. Tout à fait, être licencié. Voilà. Donc ça s'adresse à, voilà. Et ça, l'inscription peut se faire auprès des 2 clubs de boules, enfin boulistes de la commune, à savoir la Boule de Cré et le Cercle du Logis Neuf, qui sont les porteurs de l'opération et que nous accompagnons au mieux. Et effectivement, j'espère que ça réunira un public nombreux dans le respect des consignes sanitaires le 16 et le 17 juin, et notamment pour les finales qui se dérouleront sur l'esplanade des Moulins, et donc on bénéficiera de ce magnifique cadre pour ce concours de pétanque. Je vais soumettre au vote donc chacun des rapports. On est obligé de le faire de manière individuelle. Avant ça, Monsieur Gonzalez me fait signe, je vous passe la parole. Merci, très, très bref. Effectivement, pour ces 4 délibérations-là, on peut remercier les personnes qui participent financièrement, mais il y a un retour d'investissement, bien entendu, puisqu'on leur assure une certaine publicité. Et il y a beaucoup de personnes qui espèrent une publicité à partir de cet événement. Voilà. Et peut-être que je vais m'inscrire pour essayer de vous battre une fois, écoutez, Monsieur le maire. Ça sera peut-être la seule occasion d'y arriver, donc je vous invite à le faire. L'avenir nous le dira. Non, trêve de plaisanterie, effectivement. Donc ces partenariats se font et on donnera une visibilité à nos partenaires, et ce qui nous permet, nous, de ne pas faire peser un budget trop lourd sur la commune pour l'organisation de ces événements. Donc voilà, c'est une logique de partenariat que nous souhaitons développer, et donc ça se traduit concrètement à l'occasion de cette opération. Nous allons donc soumettre à vos votes chacun des rapports. Nous commençons donc par le numéro 111 avec la donation de la Banque populaire d'Allo à hauteur de 500 €. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Pareil, rapport 112, donation de 500 € du Crédit Mutuel du Canton Vert. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. La délibération 113 avec le soutien financier de 1 000 € de l'agence Nastine. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Et enfin, la mise à disposition, la donation en nature de 3 enceintes par les établissements Lefebvre qui sont installés, vous le savez, sur l'avenue du Canton Vert et qui seront donnés aux vainqueurs de ce concours. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est là aussi adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous passons à un autre volet, celui de l'aménagement du territoire, avec la signature d'une convention avec la société RTE. Et je laisse M. Patrick Sabatier, adjoint à l'urbanisme, nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je ne vous cache pas que vous êtes forcément au courant que sur la commune, il y a de nombreuses lignes haute tension qui la traversent. Donc, la société RTE, Réseau Transport d'électricité, la société anonyme RTE plus exactement, souhaite signer une convention de travaux pour améliorer la sécurité de ces installations. Nous sommes propriétaires du côté du quartier de Bellevue d'une parcelle d'1 hectare environ, sur laquelle est implanté un pylône. Ce pylône est protégé par une clôture. Cette clôture est actuellement
fer, en métal, et dans le cadre de la sécurité des installations, de ces installations, RTE souhaite modifier, changer à leurs frais cette clôture pour en installer une en PVC. C'est la raison pour laquelle je vous propose, chers collègues, de signer cette convention qui formalise ces travaux à la charge de RTE. Merci pour ces précisions importantes. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur le sujet? Oui, Aurélie Trichot-Pirani. Alors, oui, pardon. Oui, merci. Je profite de cette délibération justement concernant les lignes haute tension. S'il existait une solution technique pour envisager à terme leur enfouissement sur la commune. Je veux bien répondre, Oui, monsieur le maire, si vous sûr. permettez. Allez-y, Patrick Sabatier. Je suis élu, mais également habitant la commune. C'est mieux. Et je suis particulièrement... C'est pas le cas de tout le monde. Je suis particulièrement concerné par le problème que vous soulevez, puisque j'habite à proximité d'une ligne de tension. Donc, je suis très sensibilisé à ce problème-là. Et je demandais déjà à monsieur le maire que l'on réalise une étude de faisabilité. Alors, les temps ne sont pas précisés, mais je m'engage devant vous à vous fournir une étude de faisabilité d'un info-investissement éventuel des lignes de tension. Attention, je suis très prudent maintenant, les coûts, comme on communique, sont énormes. Énormes. Voilà où on en est de la réflexion, et ce n'est pas mes prédécesseurs à ce poste qui vont me contredire. Je pense que des études ont été réalisées déjà. Mais on s'engage, monsieur le maire, à en produire d'autres. Effectivement, ça avait fait déjà l'objet de débat il y a de ça des années. Effectivement, c'est ces lignes de tension qui gâchent certains paysages de notre commune à différents endroits. Le jour où on en sera débarrassé, on en sera tous collectivement très contents, à la fois les riverains directs, mais aussi pour valoriser au mieux la beauté de nos paysages. Le coût que cite Patrick, on a un chiffre en tête, c'est 1 million d'euros pour 1 kilomètre d'enfouissement. Donc vous imaginez la charge financière que ça représenterait. Et en plus le temps passe, plus ces coûts augmentent, parce qu'effectivement, l'urbanisation a un peu gagné de terrain ces 20 dernières années, et donc il est de plus en plus compliqué d'enterrer ces lignes dans de bonnes conditions, et ça entraîne des complications techniques qui sont quasiment insolubles à résoudre. La seule chose à laquelle on peut se raccrocher, c'est qu'effectivement cette étude de faisabilité fera un point sur toutes les nouvelles techniques qui s'offrent à nous, et il faut beaucoup compter sur l'avancée de ces technologies pour nous permettre un jour d'y arriver. Il y a déjà des lignes qui avaient été enfouies du côté de Pichori, il y a de ça quelques années. Partout ça sera possible, on le fera, mais voilà, compte tenu du coût, on ne peut pas s'engager dans un plan d'enfouissement à court terme, c'est un projet de moyen et de long terme. Merci, parce qu'effectivement c'est un sujet de préoccupation de beaucoup d'Allodiens et aussi de visiteurs de la commune. On finira par y arriver, mais ça va prendre un peu de temps. Je voulais apporter, si vous permettez, oui, monsieur le maire, une précision concernant cette délibération. Je n'ai parlé que de la convention qui lie RTE à la commune, mais sachez que tous les propriétaires privés de la commune qui ont une servitude d'emplacement et de surplomb de ces lignes haute tension ont été contactés directement par RTE pour produire ces mêmes types de travaux de sécurisation. Je tenais à apporter cette précision. Oui, c'est un plan d'ensemble. Merci pour ces précisions. Merci. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet solidarité. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas le département qui va financer nos opérations, ce sont nous qui allons contribuer à un fonds de solidarité pour le logement. Et je laisse Madame Corinne de Ranieri nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Donc, le département est compétent sur tout son territoire pour la gestion des actions d'accompagnement social liées au logement à caractère individuel et des actions d'accompagnement social collectif. Cette mission de solidarité a permis d'accorder en 2020 sur les communes hors métropole 1080 aides financières individuelles dans le cadre de l'accès ou du maintien dans le logement, ainsi que dans le cadre des impayés d'énergie et d'eau pour un montant de 447 050 €.
De plus, sur l'ensemble du département, elle a permis d'accorder 2037 mesures individuelles d'accompagnement social et 52 projets d'action sociale collective en direction des ménages en difficulté, mais aussi de financer le dispositif d'insertion par le logement qui comprend une offre d'une trentaine de logements par an pour une dépense totale de 7 247 504 €. En contribuant au financement du Fonds de solidarité pour le logement, les communes peuvent donc participer annuellement à l'aide apportée aux ménages en difficulté. La participation 2021 proposée par le Conseil départemental pour chacune des communes du territoire métropolitain est de 0,15 €, soit pour à l'eau 3 241,80 €. Considérant la volonté de soutenir les actions du Conseil départemental en matière de solidarité pour le logement, il est donc proposé de contribuer au Fonds de solidarité pour le logement mis en place par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre de l'année 2021 à hauteur de 3 241,80 €. Voilà pour la présentation de ce rapport. Oui, Madame Robineau. Juste, est-ce qu'on pourrait connaître le nombre de personnes sur Allo qui ont pu bénéficier de ce fonds, des personnes en difficulté? Ça concerne une trentaine de personnes par an, à peu près. Oui, et sachant qu'on a de plus en plus de personnes en difficulté au sortir de la crise, donc nous déployons au CCAS un maximum d'aide pour pouvoir répondre à toutes les demandes de toutes les catégories de personnes, que ce soit des jeunes, des familles ou des personnes âgées. Donc nous n'avons de cesse de faire des partenariats, de trouver des solutions, des budgets pour pouvoir vraiment aider tous les Allodiens sans exception. Et comme avait dit Monsieur le maire, si justement pendant sa campagne, et nous avons repris ce slogan, c'est que nous voulons laisser personne sur le bord de la route. Donc voilà, fidèle à ce que nos engagements, voilà, nous œuvrons sans cesse au CCAS pour pouvoir remplir notre mission. Et c'est peut-être l'occasion aussi de dire un mot sur l'épicerie solidaire qui va ouvrir au 1er juin. Voilà, oui, à partir du 1er juin. Donc, l'épicerie solidaire, elle était déjà active depuis 2 mois, mais en direct du CCAS. Donc là, à partir du 1er, nous allons distribuer dans un local dédié uniquement à cette fonction des colis alimentaires en plus des bons alimentaires. Voilà, ces colis sont construits de façon à ce qu'il y ait une alimentation aussi équilibrée. Nous avons un mécène qui est Carrefour Market, donc que nous remercions encore parce que c'est grâce à eux aussi que cette action peut se concrétiser. Donc voilà, nous mettons en place cette épicerie qui sera ouverte 3 demi-journées par semaine. Donc nous invitons les Allodiens, et nous les avons informés en amont que ça ne se passerait plus sur le CCAS. Et autour de cette épicerie solidaire, juste je veux rajouter que nous allons développer un projet pédagogique qui va comporter des informations, des événements ou des conférences sur l'hygiène de vie, voilà, afin que nous portions aussi autre chose que dans l'alimentaire, mais aussi une aide pédagogique pour les personnes qui le demanderaient, qui en auraient besoin. Merci pour toutes ces précisions. Voilà, c'est important de le dire, des dispositifs qui sont complétés au niveau du CCS pour venir en aide à tous les Allodiens qui en ont besoin, sachant que malheureusement, effectivement, les conséquences de cette crise fait qu'ils se tournent naturellement de plus en plus nombreux vers les dispositifs de solidarité comme celui que nous vous demandons d'adopter ce soir. Je soumets donc cette délibération au vote, sauf si Madame de Ranieri voulait rajouter un mot. Non, je voulais rajouter juste que nous constatons que chaque mois, nous avons à peu près l'équivalent de 3% à 4% de personnes en plus qui viennent faire des montages de dossiers pour avoir droit aux aides alimentaires sur la commune. Merci pour ces précisions. C'est une évidence. Je soumets cette délibération au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité là aussi. Je vous en remercie. Nous pouvons passer au rapport 117 et c'est moi qui vais vous en faire la présentation. Il concerne l'administration générale de notre collectivité et le rapport sur les actions entreprises suite aux observations de la Chambre régionale des comptes qui avait été formulée en 2019 et vous vous souvenez, on en avait débattu et ça avait été présenté lors des conseils municipaux du mois de juillet dernier. La Chambre régionale des comptes avait adressé à la commune des observations pour la gestion qui était la sienne sur les exercices 2012 et suivants. Et la communication de ce rapport avait été actée en conseil municipal par une délibération que nous avions prise ensemble le 16 juillet dernier.
Le Code des juridictions financières indique que nous avons un délai d'1 an à compter de la présentation de ce rapport pour faire présenter les actions qui ont été entreprises suite aux observations de la Chambre. Et ainsi, il avait formulé notamment 6 recommandations que je vais vous rappeler de manière la plus synthétique possible. La recommandation numéro 1, c'était à savoir la délibération des remboursements des frais de représentation du directeur général des services sur présentation de pièces justificatives en lieu et place d'une indemnité forfaitaire en application des derniers textes publiés. Et vous verrez donc une délibération viendra une fois qu'on aura présenté ces éléments juste dans l'ordre du jour suivant. La recommandation numéro 2, c'était de se mettre en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales mises en place par les collectivités pour les documents d'information, qu'ils soient à la fois budgétaires ou financiers, ainsi que l'ensemble des délibérations qui sont désormais disponibles, comme vous le savez, sur le site internet de la ville. On s'était engagé à les rendre publics, ce qui est le cas depuis l'été dernier. La recommandation numéro 3, c'était celle de mettre en concordance l'inventaire comptable de la commune avec l'état de l'actif en se rapprochant du comptable public. Ça veut dire concrètement que la mise en concordance de cet inventaire comptable avait pour effet de retarder par le transfert de la gestion comptable de la commune qui s'est effectué de la trésorerie d'Allo vers les services d'Aubagne en début d'année. Ça a nécessité donc un travail administratif conséquent. Néanmoins, cette concordance demandée par la Chambre régionale des comptes seront effectuées avant la fin de l'année. 4e recommandation, c'était celle d'ajuster les postes budgétaires avec les effectifs réellement pourvus. Et donc, nous avions supprimé le 28 novembre 2019 41 emplois vacants au tableau des effectifs. Et donc, cette mise en œuvre avait été faite au 1er janvier 2020. Recommandation numéro 5, fixer par délibération le taux de fonctionnaire de chaque grade pouvant être promu au grade d'avancement ou au grade supérieur. Et donc par délibération, là, qui avait déjà été prise il y a un certain nombre de temps, le conseil municipal a implicitement fixé les ratios promouvables à 100% pour l'ensemble des grades de toutes les filières de la fonction publique territoriale, à l'exception de la police municipale qui bénéficie d'un régime différent, en supprimant les quotas d'avancement pour tous ces grades. Dès lors, il n'y a pas besoin de délibérer à nouveau, la commune est en conformité avec cette recommandation numéro 5 de la Chambre régionale des comptes. Recommandation numéro 6, mettre en conformité la durée du travail des agents municipaux avec la durée légale de travail. Nous en avions déjà parlé l'été dernier et à plusieurs reprises. Ça fait partie des grands chantiers que nous menons actuellement en matière de ressources humaines. Et donc ce travail a été engagé avec l'ensemble des partenaires et notamment des représentants syndicaux des agents municipaux. Et nous visons donc l'instauration de la durée annuelle de travail qui est fixée par la loi à 1607 heures pour un agent à temps complet à partir du 1er janvier 2022. Donc nous serons là aussi en adéquation avec les recommandations qui avaient été formulées par la Chambre régionale des comptes. Voilà un rappel le plus synthétique possible de ces recommandations. Je soumets ce rapport à vos votes, sauf s'il y a des demandes de prise de parole. Ce n'est pas le cas, donc je vais vous demander qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée, je vous en remercie. Nous passons au volet suivant qui découle directement de ces recommandations de la Chambre régionale des comptes. Et c'est M. Patrick Sabatier qui va en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour être conforme à la recommandation numéro 1 de la commune, comme évoqué ci-avant par Monsieur le maire, il est rappelé à l'Assemblée délibérante qu'en 2009, une délibération avait été adoptée portant sur l'attribution d'une somme forfaitaire mensuelle au DGS, au directeur général des services, au titre de ses frais de représentation. Alors, afin de se conformer à cette recommandation, cette prescription de la Chambre régionale des comptes, il est proposé à l'Assemblée délibérante de fixer une enveloppe annuelle frais de représentation d'un montant maximum de 4 900 €. Il est bien entendu que chaque frais engagé par le DGS fera l'objet d'une note jusqu'à concurrence, une note de frais, une note précise sur les frais engagés, jusqu'à concurrence de 4 900 € maximum par an. Voilà, monsieur le maire. Merci pour cette présentation. Est-ce que ça fait l'objet d'une demande de prise de parole ? Si ce n'est pas le cas, je vais soumettre cette délibération au vote, ce qui nous permettra de répondre concrètement à la recommandation de la Chambre régionale des comptes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée, je vous en remercie.
Nous passons au rapport 119 avec l'élaboration du RLPI, autrement dit le règlement local de publicité intercommunale qui a été mis en place en lien avec la métropole et le territoire Marseille-Provence. Et je vais laisser Madame Isabelle Lévy-Fanucci nous en faire la présentation. S'il veut bien marcher, c'est bon. Alors, il est rappelé à l'Assemblée que par une délibération du mois de mars, le Conseil municipal a donné un avis favorable sur la synthèse des propositions issues de la concertation et le projet de RLPI a arrêté. La métropole a arrêté le projet de règlement local de publicité intercommunale. Ainsi, il convient au Conseil municipal de donner un avis sur ce projet. Oui, merci Isabelle. Alors, c'est Frédéric Plat qui a beaucoup travaillé sur ce dossier. Aujourd'hui, comme tu as sa procuration, c'est toi qui nous en fais la présentation, mais ça avait déjà fait l'objet d'une présentation. Là, c'est juste un avis complémentaire sur la base de ce qui a été arrêté au niveau métropolitain, sachant que la commune fait office de référence en la matière et que d'autres communes s'inspirent de ce que nous avons mis en place et de ce qui est en place depuis longtemps à l'échelle du territoire communal sur le sujet. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je le soumets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal, mais il y a plusieurs questions écrites qui nous sont parvenues de la part de Madame Robineau. Je vais vous en laisser en faire la lecture si vous le souhaitez. Si, je n'ai qu'une question écrite. Qu'une? Oui. Ah, j'ai cru qu'il y en avait plusieurs. Non, il y en a une D'accord. seule. Monsieur le maire, lors du conseil municipal du 12 novembre 2020, vous étiez engagé à nous apporter des éclaircissements en ce qui concerne les réunions avec les services de la préfecture au sujet des logements sociaux et d'une possible maîtrise de l'attribution des logements sociaux par la commune afin que cela profite prioritairement aux Alaudiens. Êtes-vous ce soir en mesure de nous rassurer à ce sujet ? Alors effectivement, c'est un sujet important dont nous débattons régulièrement dans notre Assemblée. J'avais eu l'occasion, lors du conseil municipal du 28 janvier, qui faisait suite au rendez-vous que j'avais eu avec le préfet de région à ce sujet le 21 janvier dernier, de faire un petit état des lieux de nos échanges et de ce que nous avons mis en place. Ce que nous avons obtenu de la part des services de la préfecture, c'est que désormais la commune et le CCAS ont désormais accès à la plateforme d'instruction des dossiers de logements sociaux de la préfecture. C'est-à-dire qu'on a un logiciel commun sur lequel nous travaillons pour défendre prioritairement les dossiers alaudiens. Ça ne veut pas dire que ça règle tous nos problèmes. Vous savez que nous sommes une commune fortement carencée. Nous avons seulement 6,2% de logements sociaux, là où il nous en faudrait 25%. Ça veut dire qu'il nous manque 1600 logements au bas mot. Il est hors de question, malheureusement, de se conformer avec la loi SRU, non pas par volonté, mais c'est que nous ne voulons pas dégrader notre cadre de vie. Nous voulons pouvoir répondre à la demande sociale légitime, Corinne Ranieri en parlait tout à l'heure, des populations alaudiennes qui en ont le plus besoin, qui sont les plus nécessiteuses, mais il est hors de question de dégrader le cadre de vie qui est le nôtre. Alors ce que nous faisons, c'est un travail vraiment pas à pas sur chaque dossier. Marie-Christine Cianarella est bien placée pour en parler, pour que nous puissions obtenir à chaque libération de logement, qui sont relativement rares, à ce que nous puissions placer prioritairement un dossier d'une demande alaudienne. Vous savez qu'on a à peu près 1200 demandes en souffrance, donc c'est absolument colossal. Donc nous mettons en place tout ce qu'il est possible de faire pour justement travailler en bonne intelligence avec les services de la préfecture, mais pas seulement, avec les bailleurs sociaux aussi, avec qui sont au quotidien, avec lesquels Marie-Christine Cianarella est engagée au quotidien. Nous avons mis en place, parce qu'on est arrivé à défendre systématiquement, prioritairement les dossiers alaudiens, mais la préfecture, des fois, a trouvé une carte joker avec les dossiers DALO. Alors DALO, ça veut pas dire, ça fait pas référence à la commune, mais c'est, vous savez, la loi de droit au logement opposable. Et donc, nous avons rempli et nous engageons un certain nombre d'alaudiens à remplir ces dossiers de manière à ce qu'ils soient prioritaires et que nous ayons nos propres dossiers DALO pour que nous puissions être sûrs d'avoir la maîtrise de la majeure partie des appartements que nous pouvons mettre à disposition de la population. Et au-delà de ça, de manière plus structurante aussi, nous souhaitons, comme nous étions engagés, faire bénéficier à la population de l'ensemble des dispositifs qui peuvent être mis en œuvre pour le logement social. Ça veut dire qu'il y a certes les logements sociaux tels que nous les connaissons, mais il y a aussi d'autres dispositifs, notamment d'accession à la propriété. Et donc nous y travaillons étroitement avec Patrick Sabatier à l'urbanisme et avec tous les services de la municipalité pour que nous puissions avoir ce type de dispositif à offrir à la population ces prochains mois. Nous travaillons aussi à la mise en place de résidences seniors
parce que vous savez que si, en fonction des critères d'attribution de ces lits médicalisés à dimension sociale, ils comptent dans le pourcentage de logements sociaux, ce qui va nous permettre de montrer et de donner des gages à la préfecture et montrer qu'on fait un travail de fond pour essayer de répondre à cette problématique. Donc vous voyez, on essaye d'utiliser tout le panel qui est à notre disposition pour répondre au mieux aux demandes qui nous sont fixées et priorité absolue aux allodiennes pour tous les logements sociaux. C'est le combat permanent de l'ensemble des équipes. Marie-Christine Cianarella, tu voulais rajouter quelque chose? J'ai très vite mesuré la responsabilité qui était la mienne en tant que chargée des affaires sociales de la ville d'Allo, de la santé parallèlement, mais également vice-présidente du CCAS. Quelle était la mesure de ma responsabilité à défendre les dossiers allodiens dans un souci de transparence et d'équité par rapport aux vraies problématiques sociales dans le sens des urgences et des dossiers précaires. Voilà, c'est un combat que je mène au quotidien. Je suis dans ce fichier en permanence, j'actualise les demandes. Depuis mon arrivée au CCAS d'Allo, j'ai reçu tous les bailleurs sociaux de la ville d'Allo afin de travailler avec eux dans le meilleur esprit de collaboration, savoir comment on pouvait discuter en amont, comment on pouvait préparer les commissions, faire des pré-commissions de logement pour essayer de défendre nos dossiers. Parallèlement à cela également, je mène donc ce combat. Je mesure énormément ma responsabilité sur ce sujet-là et j'essaie d'ouvrir au sein du CCAS toutes les ouvertures possibles au maximum. Voilà, nous actons des partenariats. J'assiste, je tenais à vous le dire, depuis que je suis élue, à toutes les cales. Je n'ai raté aucune commission d'attribution logement. Je veux savoir tout ce qui se passe sur la commune. Je connais toutes les mutations logement social. Même si je n'ai pas la main dessus, j'ai contact avec les bailleurs. Ils ont mission de me rendre des comptes pour savoir qui rentre et qui sort sur la commune. Voilà. Merci Marie-Christine, c'est effectivement un travail colossal que tu mènes, que vous menez collectivement au sein du CCAS. Et j'en profite aussi pour faire appel un peu au sens des responsabilités, au civisme de ceux qui forment des fois des dossiers de demande d'attribution de logements sociaux et qui après les refusent pour des motifs fallacieux. C'est-à-dire que des fois c'est des heures et des heures de travail des équipes et puis quand on fait visiter le logement à la personne, parce que la taille du balcon ne va pas, parce que l'exposition n'est pas bonne, parce que le logement est un peu trop près de la route, ils le refusent. Et ça, vraiment, c'est délicat à traiter, parce que le logement social, on a affaire au CCAS, on n'a pas affaire à une agence immobilière, et donc j'en appelle au sens des responsabilités de ceux qui nous font appel à nous en nous disant que leur situation est très urgente et qui après se permettent ce type d'attitude. C'est vraiment des fois un peu décourageant pour les équipes qui passent des heures entières à remplir les dossiers, à convaincre le bailleur, à convaincre la préfecture pour au final refuser les logements. Voilà, c'était un petit aparté que je voulais dire parce que malheureusement ça arrive régulièrement. Sachant que parallèlement, donc la personne candidatée qui aboutit donc à obtenir le logement social, qui le visite et le refuse, a potentiellement pris la place de quelqu'un qui aurait pu en bénéficier. Et là, dans ce cas-là, c'est des fois des dossiers qui nous échappent, donc c'est vraiment rageant qu'on arrive à des situations comme celle-là quand on se bat pour défendre ceux qui sont censés en avoir urgemment besoin. Voilà, l'ordre du jour de ce conseil municipal touche à sa fin. Vous savez qu'aussi, durant le mois de juin, au-delà des événements dont on a parlé dans la soirée, il y a aussi les fêtes de la Saint-Jean qui vont s'ouvrir. Donc, de la même manière, les Allodiens recevront le programme. Les associations sont très investies sur le sujet. Donc, vous recevrez dans vos boîtes aux lettres la présentation du plan anti-cambriolage, la présentation du plan canicule aussi, sur le volet social avec le CCAS et en matière de santé. Vous allez recevoir le calendrier des fêtes de la Saint-Jean, ainsi que toute la programmation des estivales que nous avons évoquée tout à l'heure pour la meilleure information possible. Merci à tous de vous être réunis ce soir, d'avoir été là, d'avoir participé activement à nos échanges et au plaisir de se retrouver très bientôt. Bonne soirée à tous.